Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les schémas de bioénergétique et je ferai également une vidéo sur les graphiques. Donc tout d'abord, je vais vous présenter quelques petits conseils pour la matière. Ensuite on entamera les schémas avec le calorimètre à glace tout d'abord, puis le calorimètre à eau, le calorimètre à circulation eau et air, la calorimétrie directe chez l'homme et enfin le spiromètre de Bénédicte. Donc tout d'abord quelques petits conseils, ne faites pas l'impasse sur la bioénergétique. L'année dernière, j'ai des amis qui l'ont fait et qui l'ont regretté. Sachez également que tous ceux qui veulent faire l'impasse cette année, je vous vois. Pourquoi on ne fait pas la passe? Parce que vous avez tout simplement 3 ou 4 sessions par CC de bioénergétique. Et sachez aussi que comprendre la partie théorique, ça reste assez rentable, même si vous avez des difficultés avec la partie calculatoire. Vous n'avez pas forcément des calculs à chaque CC et pas forcément chaque année. Je vous conseille également d'écouter le cours magistral du professeur Charlot, car il explique réellement bien, et la majorité des choses que je vais dire aujourd'hui viennent de ces cours, qui sont très bien expliqués. Et le TD peut aussi vous aider pour la partie calculatoire. Donc tout d'abord, le calorimètre à glace. Donc on est dans une situation où on va avoir une bougie dans un lieu clos, fermé, avec autour de la glace et un isolant. Et on va aussi retrouver un entonnoir et un récipient. Pourquoi une bougie? Tout simplement parce que c'est un élément qui produit de la chaleur. Donc on essaie de mesurer la production de chaleur de différents éléments avant de pouvoir faire l'expérience sur l'homme. Et donc on va se retrouver avec de la glace qui va devenir de la glace fondue, c'est-à-dire qu'on va passer de l'eau à l'état solide à de l'eau à l'état liquide. Et je vous laisse quelques secondes pour me dire quel type de changement d'état c'est. C'était donc la fusion. Et donc si on opère un changement d'état et plus précisément dans des conditions où il n'y a pas de variation de température, et c'est assez important, on est donc dans un cas où la chaleur qu'on va mesurer va être une chaleur latente. La chaleur latente, elle dépend du type de changement d'état. Donc fusion ou vaporisation, là c'était la fusion. Donc on va utiliser la constante de la chaleur latente de fusion. Mais on s'intéresse à la fusion d'un objet précis X avec une certaine masse. Ici, X, c'est la masse de glace fondue. Ainsi, on va multiplier la constante de fusion par la masse X. Donc comme j'ai dit avant, on est forcément à 0 degré, donc avec une température constante dans un milieu confiné, sinon on ne pourrait pas mesurer la chaleur latente, ça serait faussé. Et donc vous vous rendez bien compte que pour un être vivant, ces conditions, c'est pas du tout possible. On peut faire ça qu'avec des êtres non vivants ou morts, ce qui nous arrange pas forcément dans le quotidien clinique, je vous l'avoue. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la calorimétrie à eau. Donc là, il n'y a pas de changement d'état. Il y a tout simplement juste de l'eau qui va être réchauffée par la bougie ici. Et donc, on a un milieu qui absorbe de la chaleur émise par un autre milieu. C'est ce qu'on appelle la chaleur sensible, HS. La chaleur sensible dépend donc d'un changement de température qu'il va falloir quantifier. Mais elle dépend aussi de la capacité thermique du milieu. Tous les milieux n'absorbent pas aussi facilement la chaleur. Ici, la capacité thermique, elle est massique, donc elle est dépendante de la masse de l'objet. Donc, on va la multiplier par une masse d'un objet X, ici la quantité d'eau réchauffée. Et on n'oublie pas que tout ça est toujours en milieu confiné, donc c'est toujours pas trop possible pour un être vivant. Mais finalement, il y a quand même des gens qui ont fini par trouver un système adaptable aux êtres vivants. Est alors apparue la calorimétrie à circulation eau et air. On voit qu'on a un être vivant, ici une souris vivante, je précise, qui est dans un circuit où circulent de l'eau et de l'air. Cette souris, elle respire et elle produit de la chaleur. Si elle produit de la chaleur, c'est donc qu'elle va réchauffer notre eau et notre air. On va donc avoir deux chaleurs sensibles. Sauf que, comme l'eau et l'air circulent, ça va être assez compliqué de quantifier la masse d'eau et la masse d'air. Donc on va se servir des débits. Le fait que ce soit des débits, c'est indiqué par les petits points au-dessus, si jamais. Donc là, on a un volume qui va circuler pendant un certain temps, donc un débit. Et ici, on va avoir une quantité qui circule pendant un certain temps, donc un débit. Comme on n'utilise plus la masse, on va se servir de la capacité thermique non dépendante de la masse, avec un grand C et pas un petit c. Cependant, quand la souris elle respire, elle émet de la vapeur. Et la vapeur, c'est pas gratuit, ça demande de l'énergie à votre corps. Donc on va essayer de la quantifier. Et la vapeur, c'est quoi? Je vous laisse quelques secondes.
Effectivement, la vapeur, c'est le passage d'eau sous forme liquide à gazeuse. Donc c'est une vaporisation, un mouvement en changement d'état. Qui dit changement d'état dit chaleur latente. Ici, on ne va pas prendre compte du changement de température, la température qui est sûrement potentiellement régulée. Et pour quantifier la vapeur d'eau produite, on peut essayer de la collecter dans un récipient. Après, je sais pas pour vous, mais moi personnellement, j'ai jamais réussi à peser un gaz. Donc on va mesurer la masse de vapeur d'eau produite par volume d'air, donc en fonction de ce qu'on connaît de la masse d'eau, d'air, etc., en fonction de notre débit d'air. Finalement, la chaleur totale de ce système est la somme de la chaleur sensible de l'eau, de la chaleur sensible de l'air, ainsi que de la chaleur latente de la vapeur d'eau. Pour que la souris respire, on n'est pas dans un milieu confiné, l'air circule et il n'y a pas de CO2 qui s'accumule. Donc comme ça, on a l'impression que c'est plutôt bien. Donc on va essayer chez l'homme. Donc on va se retrouver avec la calorimétrie directe chez l'homme, donc avec un système un peu complexe. Il y a de l'oxygène pour qu'on puisse respirer, il y a de quoi absorber le CO2 pour pas que le sujet s'étouffe. On va avoir une circulation d'eau qui va être réchauffée par l'homme, des paramètres pour maintenir la température dans la pièce, pour pas que l'expérience soit faussée. Et on ne le voit pas ici, mais il y aura aussi le capteur ou l'absorbeur de vapeur. C'est une méthode de référence parce qu'elle est assez fiable. Mais ça va être assez compliqué de la mettre en œuvre dans notre quotidien clinique. Pas tout le monde n'aura ce système dans son hôpital ou sa clinique. Donc finalement, ça ne nous arrange pas tellement. Et donc là, on va pouvoir passer au Spiromettre de Bénédicte, mais ça me permet de ne pas totalement couper avec mon discours précédent, parce que comme je l'ai dit, il y a deux méthodes, il y a la calorimétrie directe et la calorimétrie indirecte. La calorimétrie directe, comme je l'ai dit avant, c'est une méthode de référence, mais elle n'est pas forcément accessible, alors qu'à l'inverse, la calorimétrie indirecte n'est pas une référence, mais elle est plus accessible. Et on a deux options. On a la thermochimie alimentaire et la thermochimie respiratoire. Dans la thermochimie alimentaire, il y a la méthode des bilans et la méthode des ingestats. Pour la thermochimie respiratoire, il y a le circuit ouvert, notamment avec l'ergocycle qui est relié à un masque, et le circuit fermé. Et parmi les méthodes de circuit fermé, on a notamment le Spiromètre de Bénédicte, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, en quoi ça consiste ? Donc, on a tout un système où il y a une partie buccale, où le patient va pouvoir inspirer et expirer. Notre respiration va faire bouger plus loin une cloche, qui monte et qui descend. Elle est dans un compartiment qui a des parois remplies d'eau, c'est pour ça qu'elle peut bouger. Et on va aussi également retrouver un absorbeur de CO2. Je rappelle que l'un des buts principaux, c'est de ne pas tuer le patient. Sous la cloche, on va également avoir un thermomètre. Et la cloche, elle est elle-même reliée à un stylet par un fil. Quand la cloche va bouger, le stylet va bouger. Le but ici est qu'on connaisse, au final, par des calculs, la chaleur produite par le patient. Et pour faire tous ces calculs, on va commencer par avoir la valeur de la consommation en dioxygène de notre patient. Et c'est grâce au tracé qui va être fait suite au mouvement du stylet qu'on va pouvoir avoir tout ça. Et le tracé sera étalonné, on va savoir que le trait fait tant et tant de centimètres, donc que ça correspond à tant et tant de décilitres respirés. Pour obtenir un tracé, on en place le patient devant la partie buccale. Dès qu'il va inspirer, il va aspirer l'air sous la cloche, donc la cloche va descendre, ce qui va permettre au stylo de monter, donc de faire un trait ascendant. Ensuite, on a l'expiration, ça va être l'inverse, la cloche va être soulevée quand on va souffler, et le stylo va descendre. Et ça va faire un autre trait qui va être un trait descendant. Comme je disais avant, c'est étalonné, et on va faire correspondre les traits avec le débit de dioxygène consommé. À partir de ce graphique-là, on va pouvoir faire différents calculs. Déjà, on va pouvoir calculer ce qui nous intéresse le plus, qui est la consommation en dioxygène. Pour ce faire, on va calculer ici le volume d'air mobilisé et ici le temps qu'a duré l'expérience. Normalement, vous voyez aussi une ligne ascendante, une ligne qui monte, et elle correspond à la consommation en dioxygène de notre sujet. Et c'est assez logique qu'elle monte, puisque plus on avance dans le temps, moins il y a de dioxygène sous la courbe, et le CO2, il ne peut pas compenser parce qu'il est absorbé. Ensuite, on va pouvoir avoir accès à la mesure d'un cycle respiratoire avec une expiration et une inspiration, ou l'inverse, une inspiration et une expiration. Et ensuite, on a notre nombre de cycles respiratoires, donc on a le temps, et avec tout ça, on va pouvoir calculer la fréquence respiratoire, avec un rapport.
On peut aussi visualiser le volume courant qui correspond au volume mobilisé pendant une respiration calme. Donc c'est une amplitude, et c'est soit une inspiration, soit une expiration. Et si on multiplie le volume courant par la fréquence respiratoire, on obtient la ventilation minute, c'est-à-dire la quantité d'air mobilisée par le patient en une minute, et sachez que c'est un bon indicateur sur les capacités respiratoires du patient, si jamais. Il faut aussi ne pas être étonné des grands traits qu'on peut avoir comme ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait physiologique, ça correspond à des soupirs. Merci de m'avoir écouté.